It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nick Carter. Nick Nicholas Gene Carter est né le 28 janvier 1980 à Jamestown dans l'état de New York et il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants dont le chanteur Aaron Carter décédé récemment. Alors je précise 5 au sein des Carter parce qu'il a également une demi-sœur qui est née en 72 mais également un demi-frère qui est né en 2005 et donc eux deux c'est du côté de son père. La carrière de Nick démarre en Floride dans le début des années 90. Des débuts comme tout le monde, on va le voir dans des publicités et c'est dans ce contexte donc d'audition à droite à gauche qu'il va faire la rencontre de A.J. McLean et également Dewey Dorough, deux des futurs membres des Backstreet Boys. Donc voilà, à force de se croiser, ils vont sympathiser. Ils vont même former à eux trois un petit groupe musical et ils vont essayer de se dénicher un manager et ils vont le trouver en la personne du très célèbre Lou Pearlman. À eux trois va s'ajouter un quatrième membre, Kevin Richardson, et c'est lui qui va intégrer Brian Littrell au groupe car il n'est ni plus ni moins que son cousin. À eux cinq, ils forment donc désormais les Backstreet Boys et le reste appartient à l'histoire. Leur titre le plus phare, sans grande surprise, c'est I Want It That Way. En 2002, il va également sortir un album solo intitulé Now or Never et c'est également durant cette période-là, très important de le noter, qu'il va tourner dans un film qui s'appelle The Hollow et il va aussi apparaître en jouant son propre rôle dans diverses émissions télé et petites séries, etc., etc. En 2004, pendant pas très longtemps, quelques mois, mais quand même on le notifie, il va former un couple très en vogue avec Paris Hilton. Donc ils vont être ensemble pendant 7 mois. Pour rappel, donc là Nick, Nick des Backstreet Boys et Paris Hilton, qui est-elle? L'héritière riche qui écume les boîtes de nuit. Rappelez-vous, Britney Spears, Lindsay Lohan, voilà. À ce moment-là, elle a sa propre émission de télé-réalité et donc au moment où ils sortent ensemble, Nick vient de terminer sa tournée solo. Et selon Nick, ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de son garde du corps, de Paris Hilton, qui était un des amis de Nick. Bon, relation très courte quand même, 7 mois, mais très fusionnelle, ils s'étaient même fait un tatouage en commun, donc il s'était fait tatouer Paris sur le poignet, que c'est ballot. Après, il a dû le camoufler avec d'autres trucs par-dessus. Et cette relation, d'après ce qu'on comprend, elle était quand même assez toxique. Quand ils se sont séparés en juillet 2004, il y avait la représentante de Paris Hilton qui avait déclaré que c'était Paris qui avait mis fin à la relation. On ne sait pas pourquoi. Il y avait des rumeurs d'infidélité. Personne n'a confirmé ni démenti. Selon Nick, leur relation n'était pas construite sur des bases solides. C'est pour cela que leur couple n'a pas duré. Il dit « Notre relation était totalement basée sur la méfiance. Elle ne me faisait pas confiance. Donc je ne lui faisais pas confiance. » Et selon Nick, c'est pas elle qui l'a quitté, c'était d'un commun accord. Quelques années plus tard, Nick va revenir sur cette relation avec Paris Hilton en déclarant « Paris a été la pire personne au monde avec laquelle j'ai été. C'est elle qui a nourri mes pires pulsions à faire la fête. Ça aurait pu se terminer en tragédie. » Ça en fait il va le déclarer en 2013 dans son autobiographie où il va revenir sur ses addictions parce que oui du coup il a plongé dans certaines choses et selon lui merci Paris, elle a été donc une mauvaise influence et elle de son côté elle répond en disant je ne crois pas que j'ai été une influence négative pour Nick. On est sortis ensemble que très peu de temps, il y a 10 ans. Lorsque je l'ai rencontré, il était déjà une pop star très populaire et je suis certaine que c'était ça la seule chose qui l'influençait dans ce temps-là. Je suis heureuse qu'il ait reçu de l'aide pour régler ses problèmes et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, revenons donc à cette époque au moment des faits. Après donc sa tournée solo et cette relation un petit peu en dents de scie, il retourne auprès des Backstreet Boys, ils enregistrent un nouvel album, ils repartent en tournée et c'est en 2006 qu'on découvre à la télévision une télé-réalité sur la famille Carter qui
qui s'appelle House of Carters. Alors dans ces 8 épisodes, on voit la famille Carter, avec des hauts et des bas, parfois ça se passe pas très bien. Souvenez-vous, la fameuse vidéo où on voit Nick et Aaron se brouiller, enfin on voit surtout plus Nick hurler sur son petit frère qu'autre chose. Donc pour rappel, les frères et sœurs, donc là-dedans il y a qui? Donc il y a Nick, Aaron, mais également la jumelle d'Aaron, Angel, leur sœur Leslie et également Bobby Jean. À partir de 2008, il fréquente une jeune femme qui s'appelle Lauren Kit, qui est une prof de fitness. Il va participer à un film en 2010 qui s'appelle Fast Glass, puis il sort en 2011 un nouvel album solo qui s'appelle Taking Off, et nous arrivons au moment des problèmes. Alors c'est le 31 janvier 2012 que la sœur de Nick décède d'une overdose à l'âge de 25 ans. Alors d'après ce qu'on sait, elle avait des troubles psychologiques, elle était atteinte de dépression, de schizophrénie, de bipolarité, d'anxiété, et elle aurait fait une overdose en ingurgitant plus de 5 pilules qui étaient donc destinées à soigner sa dépression. Donc les médicaments étaient trouvés près de son corps, et il y a sa belle-mère qui dit qu'elle semblait être sur la voie de la guérison. Sa belle-mère et son père l'ont juste laissée seule à la maison durant 1 heure, et à leur retour, ils l'ont retrouvée inanimée. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital et elle est décédée quelques heures plus tard. Peu après l'annonce de son décès, on a donc les frères Nick et Aaron Carter qui ont fait un communiqué de presse séparément afin de faire part de leur tristesse et de remercier les fans de leur soutien. Et Nick était à ce moment-là en pleine tournée solo pour donc son nouvel album, et il a précisé que donc cette tournée serait dédiée à sa sœur Leslie, car selon ses dires, sa sœur adorait voir chanter son frère. Nick n'est pas venu assister aux funérailles de sa sœur, et ça forcément c'est pas passé inaperçu. Et à ce propos donc il dit: je voulais être aux funérailles de ma sœur, mais ma famille a toujours été dans une dynamique compliquée. Il y a tant d'émotions qui entourent la perte de ma sœur. J'essaie de rester en bonne santé, positif et concentré. Et donc sa sœur est enterrée le 4 février. Le 3 février, il lui avait rendu hommage sur scène à New York. Donc c'était juste avant de chanter son titre Falling Down. Il s'est adressé à la foule en disant: je n'avais jamais fait ça auparavant et je n'aurais jamais pensé avoir à le faire, mais j'aimerais dédicacer cette chanson à ma sœur. Et il a ensuite déclaré: célébrons la vie, avant d'entonner I Want It That Way. 1 an plus tard, il va revenir sur cet événement, les funérailles de sa sœur, en disant qu'en fait il n'y a pas été pour d'autres raisons supplémentaires, à savoir que sa famille avait essayé de le tenir écarté des funérailles de Leslie. Il dit que certains membres de sa famille lui ont même reproché le décès de sa sœur, en disant que s'il avait été là, sa sœur serait peut-être encore en vie. And then I started to get blamed by the rest of the family, and I have a large family. They all went there, and they were blaming me for the death. Well, you talk about that in here, and the message from them was, if you had been there for her, she would be alive today. How did it feel to hear them say that to you? Did you believe it at the time, and how did it feel? I felt it was unfair. It was unfair, especially with all the things that I have done, and still to this day continue to do for them. I mean, I love my family like everyone loves their family, but then there comes a point when you really have to ask yourself, are you helping them or hurting them? Donc là, on l'a vu Nick à l'émission de Dr Phil, et là donc il admet qu'il n'était pas allé aux funérailles de sa sœur à cause de l'environnement toxique qu'il pensait que sa famille avait créé. Je voulais vraiment y aller, mais en même temps, je ne voulais pas m'exposer à de futures cicatrices et blessures. Et il ajoute également qu'après la mort de Leslie, il craignait que personne dans sa famille ne veuille parler des circonstances entourant sa mort. Au lieu de cela, il dit que tous jouaient le jeu du blâme à huis clos. Et parallèlement, on a aussi Aaron Carter qui s'est auto-blâmé du décès de Leslie, et il a aussi reproché donc à son grand frère d'être allé faire un concert plutôt que d'être venu aux funérailles. Donc là, on arrive en 2013.
2013 et c'est donc là, comme je vous disais, qu'il sort une autobiographie intitulée Facing the Music and Living to Talk About It. Donc traduction, affronter le monde de la musique et vivre pour en parler. Donc là-dedans, il raconte donc toutes ses relations avec sa famille dysfonctionnelle, mais également toutes les embûches, tous les obstacles qu'il a rencontrés de par le simple fait d'être devenu une pop star et ce dès le plus jeune âge. Donc il nous raconte avoir été accro aux substances et à la bibine depuis 1998. Alors là il dit que dans la pire période il prenait des pilules, de la farine. Elle a vraiment modifié mon cerveau et a déclenché ma dépression actuelle. C'est difficile mais j'essaie constamment de me rappeler que je suis une meilleure personne que dans le passé. Donc on comprend que là en 2013 Nick est donc en dépression. Mais il est toujours avec Lauren Kitt qui veille sur lui et il se fiance d'ailleurs la même année en 2013 et se marie l'année suivante à Santa Barbara. Ensuite on va le voir collaborer avec Jordan Knight, ancien membre des New Kids on the Block, et donc ils ont fait un album ensemble qui s'appelle Nick and Knight et ils sont partis en tournée en 2014 donc pour interpréter leurs chansons. En 2015 on l'a retrouvé dans Danse avec les stars, puis avec sa femme ils ont eu 3 enfants, un en 2016, un autre en 2019 et un autre en 2021. Sauf qu'entre temps, autre décès en 2017, Robert Carter, le père, décède d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans le 16 mai 2017. Alors là on avait pu voir Nick sur Twitter dire « J'ai le cœur brisé en partageant avec vous la nouvelle de la mort de notre père Robert emporté hier soir. Alors que nous essayons d'en apprendre plus sur la cause exacte de son décès et que nous commençons notre processus de deuil, nous demandons que notre intimité soit respectée en cette période difficile. » Il y a eu confirmation que c'était donc une crise cardiaque qui a emporté leur père pendant son sommeil. Donc 2019, explosion de tension entre Nick et son frère Aaron. Je vous renvoie à ma vidéo sur Aaron Carter où je développe plus cette brouille entre les deux frères parce que là j'ai pas le temps de revenir dessus, mais très brièvement, selon Nick et sa sœur Angel, donc la jumelle de Aaron aurait encore pété les plombs et aurait menacé de mort la femme de Nick. Du coup Nick et Angel en étaient arrivés à demander une injonction d'éloignement contre leur frère Aaron. Donc c'était en plein moment où voilà, on savait que Aaron Carter, alors il souffrait de quoi? Anxiété, schizophrénie, trouble de la personnalité, sachant qu'entre les frères ça a souvent, très souvent été en dents de scie et malheureusement ils ne sont pas réconciliés à temps car Aaron Carter est décédé là, très récemment, le 5 novembre 2022. Donc il a été retrouvé inanimé dans sa baignoire. Il y a encore des investigations. Pour l'instant on pense à une overdose, mais c'est encore l'enquête est encore en cours. Alors Nick a rendu hommage à son frère sur Instagram en disant « Mon cœur est brisé, même si mon frère et moi avons eu une relation compliquée, mon amour pour lui ne s'est jamais estompé. Parfois nous voulons blâmer quelqu'un ou quelque chose pour une perte, mais la vérité est que la dépendance et la maladie mentale sont les véritables méchants ici. Mon frère va me manquer plus que quiconque ne le saura jamais. Je t'aime, Jeez. Maintenant tu peux enfin avoir la paix que tu n'as jamais pu trouver ici sur terre. Je t'aime, petit frère. » Et le lendemain donc du décès d'Aaron, Nick était en concert avec les Backstreet Boys et on voit qu'effectivement il est pas bien, il n'a pas réussi à terminer la chanson, il a fini en pleurs. Les membres du groupe sont venus le soutenir. Ils lui ont également rendu hommage. C'était au moment où ils interprétaient le titre No Place. Ils ont mis des photos de Nick et Aaron Carter sur les grands écrans. Et voilà, c'était assez émouvant. Donc on en arrive à l'histoire actuelle qui va remuer pas mal de choses. L'accusation qui a eu donc le jeudi 8 décembre par une ancienne fan du groupe, donc des Backstreet Boys, et ça se serait passé en 2001 alors qu'elle était âgée de 17 ans. Alors elle s'appelle Shannon Roos et d'après ce qu'elle déclare, elle était dans l'autobus de la tournée des Backstreet Boys et donc c'était après un concert en 2001 à Tacoma dans l'état de Washington. Et elle dit « Bien que je sois autiste et que je vive avec une paralysie cérébrale, je crois que rien ne m'a plus fait souffrir dans ma vie que ce que m'a fait Nick Carter. » Donc aujourd'hui elle a 39 ans et comme je vous dis, donc ça s'est passé à l'âge de 17 ans. Alors selon elle, Nick leur
l'aurait interpellé dans la foule des fans pour lui dire de venir dans l'autobus de la tournée. Et là, donc, il lui aurait servi un jus VIP constitué d'un mélange de jus de canneberge et d'alcool. Donc elle a trouvé que le goût était assez étrange, mais elle l'a quand même bu par politesse. Ensuite, Nick l'aurait emmené dans les toilettes de l'autobus. Il lui aurait demandé un rapport buccal. Et suite à ça, il l'aurait emmené dans la chambre. Il l'aurait poussée sur le lit et il aurait donc abusé d'elle malgré ses protestations en la traitant de petite garce arriérée que personne ne croirait si elle dénonçait les faits. Et elle rajoute même qu'elle a contracté le VPH après les événements. Donc c'est le papillomavirus. Alors naturellement, le chanteur et son entourage nient toutes ces allégations en disant que c'est complètement faux, que Nick se concentre sur sa famille et pleure la mort de son frère. Sauf que bon bah ça fait mauvaise pub, donc on a la chaîne ABC qui a décidé de retirer l'épisode spécial Noël avec les Backstreet Boys qu'elle devait diffuser là, à cause donc des allégations d'abus de l'un des membres du groupe. Voilà, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que du coup ça ramène une autre histoire, une autre accusation qui a eu lieu en 2017 pendant le mouvement MeToo. Et là donc rentre en scène un personnage qui s'appelle Melissa Schumann. L'affaire avec Melissa Schumann n'a pas été jusqu'au procès. Et là je mets encore une parenthèse parce que justement Aaron en avait parlé de cette fille quand il y avait eu justement l'histoire de l'injonction d'éloignement, tout ça. Aaron avait déclaré: tous ceux qui me connaissent savent que je ne ferai pas de mal à une mouche, je n'ai pas été accusé d'abus ni d'avoir frappé Paris Hilton. Comment est-ce que je pourrais être le violent de nous deux? Et il disait que Paris connaissait la vérité, qu'elle pourra en parler quand elle sera prête. Et il évoquait également donc des ex de Nick, dont Kaya Jones, ancienne membre du groupe les Pussycat Dolls, également Mandy Willaford et Melissa Schumann. Donc voilà, Aaron avait balancé que son frère était donc un agresseur de femmes. Aussi des rumeurs sur le fait que Nick aurait été lui-même abusé plus jeune, par qui je ne sais pas. Également des rumeurs que Nick aurait abusé de son frère Aaron ainsi que de ses sœurs. On va pas rentrer dans tout ça parce que c'est compliqué de démêler le vrai du faux là-dedans. Ce sont voilà des bruits de couloir, des choses qui ont été dites. Aaron, ce qu'il dit, ce qu'il peut dire, on sait pas trop en fait comment démêler le vrai du faux. Du coup je clôt la parenthèse pour revenir sur cette histoire avec Melissa Schumann. Alors elle avait posté sur son blog, elle tenait un blog où elle avait donc raconté toute son histoire avec Nick Carter. Alors donc elle explique que ça s'est passé sur le tournage du téléfilm The Hollow en 2004. Donc à cette époque-là elle avait 18 ans, lui en avait 22. Ils s'étaient rencontrés quelques années auparavant sur le tournage d'un clip. Au moment des faits, sur le tournage, il lui aurait proposé de venir chez lui pour écouter les nouvelles chansons sur lesquelles il travaillait. Il l'aurait embrassé ensuite dans une pièce qui faisait office de bureau, il y aurait déboutonné le pantalon et il y aurait fait une relation buccale. Et il y aurait donc demandé en retour de lui en faire une aussi. Elle aurait refusé de faire ça, il aurait donc été très en colère et elle poursuit en disant qu'il l'a jetée sur le lit, qu'il a grimpé sur elle. Elle n'arrêtait pas de lui répéter qu'elle était vierge et qu'elle ne voulait pas donc sauter le pas. Elle se réservait pour son futur mari, donc elle n'a pas arrêté de lui dire encore et encore: je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Il aurait donc chuchoté à l'oreille: je pourrais être ton mari, et il a donc abusé d'elle. Suite à ça, il l'aurait harcelée au téléphone pendant environ 2 semaines afin de la revoir, et elle n'aurait pas porté plainte parce que son manager de l'époque lui aurait déconseillé de le faire. Alors Nick de son côté, donc au moment où elle l'a accusé, donc en 2017, il dit qu'il est choqué et attristé par les accusations de Melissa. Elle ne lui a jamais dit que ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas consenti, et il dit: nous avons continué à enregistrer une chanson et à jouer ensemble, et j'ai toujours été respectueux et encourageant envers Melissa, tant sur le plan personnel que professionnel. C'est la première fois que j'entends parler de ces accusations près de 2 décennies plus tard. C'est contraire à ma nature et à tout ce qui m'est cher de causer intentionnellement de l'inconfort ou du mal à quelqu'un. Et à ce moment-là, le procureur du district de Los Angeles avait finalement refusé de porter plainte contre Nick Carter en arguant que le délai de prescription
inscription avait été adoptée pour le compte présumé de Melissa. Et le 22 novembre 2017, donc suite à l'accusation de Melissa, on a donc Kaya Jones, donc l'une de ses ex, membre des Pussycat Dolls, qui avait tweeté « Nick Carter était mon petit ami quand j'étais dans les Pussycat Dolls, il était au courant des abus que j'ai subis et n'a rien fait. Je suppose que je sais maintenant pourquoi. Répugnant. Honteux, dégoûté dans mon cœur, surtout parce qu'il a lui-même été victime d'abus. Honte à toi, Nick, je sais toute la vérité, ne mens pas, Nick, je ne garde plus tes secrets. » Apparemment, elle aurait changé de version, Melissa. Alors déjà, dans son blog, elle disait qu'elle était fatiguée, donc après la nuit qu'elle a passée avec Nick, qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait juste rentrer chez elle, que sa colocataire était sur les lieux, elle n'a pas vu l'agression, mais elle disait qu'elle avait passé une super soirée, tout ça, et qu'elle ne lui avait rien dit. Elle ne voulait même pas admettre que ce qui s'était passé était réel. Au cours des semaines suivantes, elle s'est éloignée de plus en plus de ses amis et de sa famille et ils l'ont remarqué. Elle n'a rien dit à personne. Sauf qu'après, quand l'histoire a éclaté, donc presque 20 ans plus tard, elle a été invitée à l'émission de Dr Oz et là, elle déclare lors de l'émission qu'elle avait dit à sa colocataire qui l'avait accompagnée donc à cette soirée chez Nick et également à la mère de sa colocataire qu'elle avait été abusée par Nick. Donc là déjà, premier petit point qui va pas, c'est que donc dans l'article de son blog, elle en avait parlé à personne. Là déjà, elle change de version, elle dit qu'elle en a tout de suite parlé à sa colocataire et à la mère de sa colocataire. Et dans la foulée, très rapidement, ses amis ainsi que sa famille l'ont également appris. Elle leur a dit. Et c'est assez étrange parce que par la suite de cette supposée agression, on a pu voir par moments Melissa ou même ses amis ou de la famille liker des posts, publier des choses sur les réseaux en rapport avec les Backstreet Boys, montrer leur soutien à Nick dans différents projets, tout ça. Donc c'est pas très cohérent. Melissa, je sais pas si j'ai précisé, mais c'est une chanteuse. Elle était dans un groupe qui s'appelait Dream. En 2015, on a le groupe Dream, donc le groupe de Melissa, qui avait également souhaité un joyeux Noël aux Backstreet Boys sur Twitter, alors que selon Melissa, tout le groupe était au courant. Donc si tout le monde était au courant, mais qui font quand même de la promo pour les Backstreet Boys, qui leur souhaitent joyeux Noël, c'est vrai que c'est bizarre. Et pareil, quelque chose qui manque dans son article de blog, c'est qu'elle dit que donc quand l'agression a eu lieu, après ça il l'a harcelé pendant 2 semaines au téléphone, qu'elle redoutait de le revoir, tout ça. L'agression est censée s'être passée pendant le jour de congé qu'ils avaient lors du tournage de The Hollow. Donc elle n'a pas ensuite passé 2 semaines sans le voir. Enfin, elle l'a pas revu, je sais pas combien de temps après, elle l'a revu dès le lendemain sur le tournage. Elle ne le précise pas du tout dans son blog. C'est que sur le plateau du Dr Oz qu'elle va dire que oui, bah non, mais après on est retourné travailler. C'était comme si rien ne s'était passé. C'est vrai que c'était pas trop l'impression qu'elle donnait dans son blog. Elle avait vraiment l'impression qu'elle ne l'avait pas revu pendant plus de 2 semaines au moins. Bizarre. Il y avait également un live Instagram qui est ressorti où ses fans lui apprenaient le décès du père de Nick et lors du live on voit qu'elle est très peinée à dire oh non le pauvre, déjà qu'il a traversé tellement de choses, il a déjà perdu sa sœur et tout, le pauvre, nanana. No, what happened with Nick Carter's dad? Please tell me it's positive. Oh my gosh, no it didn't. Oh my gosh. That poor guy has gone through so much. Sister, now his dad. Poor guy. He's been through it, man, I'll tell ya. So sad. Il parle aussi d'une émission de télé Boys Band, je crois, dans lequel il est jury. I'm excited for this new show, Boy Bands. Hopefully it's as good as like American Idol and stuff. Donc pareil, on m'a posé des questions là-dessus, mais pourquoi dans ces cas-là t'es si désolée du décès du père de Nick, pourquoi dans ces cas-là tu veux à tout prix voir son émission et tout. Et elle dit que c'est parce qu'en fait, malgré qu'il lui ait fait tout ça, elle avait quand même de l'empathie pour lui. Bref, c'est un peu bizarre tout ça. Il y a plein de trucs qu'elle a likés et qui, c'est vrai, sont pas cohérents parce que selon elle, après cette agression, elle en voulait à mort à Nick, elle ne voulait plus jamais le revoir. Finalement, dès qu'elle a l'occasion, elle le soutient. Tu veux plus entendre parler de ce gars-là, il t'a fait autant de mal, tu ne le suis pas sur les réseaux, tu ne suis pas tous les événements qu'il fait et tu ne les likes pas, tu ne les repostes pas, tu ne les partages pas. Il y a aussi le truc où Nick est parti vivre à Las Vegas parce qu'ils étaient en résidence là-bas avec les Backstreet Boys. Elle est partie presque immédiatement avec son mari faire la tournée des maisons pour s'acheter une maison
à Las Vegas, juste à côté de chez Nick. C'est étrange. Et en plus de ça, quand elle l'a accusé donc publiquement en 2017, il y avait pas mal de posts qui avaient été supprimés, mais vu que sur internet les fans tout ça ils screenshotent tout, c'était ressorti, donc elle a beaucoup perdu en crédibilité par rapport à ça. Pareil, elle avait commenté la performance des Backstreet Boys en mars 2017, donc l'année où elle l'accuse, un post en plus venant d'un compte qui n'est pas très connu, donc les fans en ont conclu qu'en fait elle avait forcément dû taper le hashtag Nick Carter pour tomber sur cette vidéo, vu que le compte n'était pas connu, elle pouvait pas le connaître quoi. Donc c'est qu'elle cherchait des trucs sur Nick et qu'après elle les commentait. Bref, par rapport à tout ça, elle a énormément perdu en crédibilité. De toute façon, il n'y avait pas de preuves, donc voilà, ça n'a mené à rien du tout. Et beaucoup aussi spéculent sur le fait que, vu que ça avait l'air d'être une fille qui tenait à garder sa virginité jusqu'au mariage, peut-être qu'en fait, le lendemain, voyant que finalement il a calculé peut-être pas plus que ça, elle s'en serait donc voulu d'avoir cédé et elle se serait montée toute seule la tête et du coup elle l'aurait accusé. Voilà, certains développent ça comme ça peut se tenir, mais qu'en gros voilà quoi, elle a juste le seum que Nick éventuellement ait juste couché avec elle et puis qu'après, bisous, au revoir quoi. Après, concernant la nouvelle accusation, là pareil c'est en train de se déchaîner sur la toile. Alors j'ai vu que certains fans disent que c'est pas possible en fait que cette jeune femme Shannon elle ait été pêchée par Nick à la sortie du concert pour aller dans son bus, parce que certains fans étaient présents à ce concert-là à Tacoma, donc en 2001, et ils disent qu'il y avait un monde épouvantable et que c'était pas possible, qu'il y avait la sécurité partout et qu'en plus le bus de tournée était dans un parking à part où personne n'avait accès et que du coup Nick a pas pu dans ces circonstances dire ah elle là-bas je la veux, faites-la monter. Alors là c'est la Julie du montage qui vous parle, il y a ça qui vient de ressortir, donc apparemment c'est un texto de cette fameuse Shannon. Alors je ne sais pas à qui elle l'a envoyé, mais en gros elle dit qu'elle se sent mal parce qu'elle n'a pas été blessée par Nick de la même manière que Melissa et Ashley, une autre qui a accusé Nick, et pareil on s'est rendu compte que ça tenait pas debout. Il m'a blessée en me disant des choses vraiment mauvaises et en me harcelant. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit d'en parler ou de me battre parce que Melissa et Ashley ont traversé quelque chose de bien pire que moi. Donc en fait, dans ce texto, elle est en train d'admettre que elle n'a pas été abusée, comme elle l'a dit dans la conférence de presse. Et comme vous pouvez voir, la date, c'est daté donc du 20 octobre 2019. Voilà, donc apparemment, selon certains fans, en tous les cas, c'est bien elle qui l'a écrit. Beaucoup aussi s'interrogent, se disent mais pourquoi elle pleure autant maintenant alors que ça s'est passé en 2001. Il n'y a pas de raison qu'elle pleure autant quoi. Depuis le temps elle a quand même pu digérer, et certains du coup pensent qu'en fait peut-être qu'elle pleure parce qu'apparemment le trouble autistique qu'elle a, ce sont des personnes qui sont incapables de mentir normalement. Donc certains pensent qu'elle pleure parce qu'elle est sous pression, qu'en fait elle accuse Nick à tort parce que quelqu'un d'autre fait pression sur elle pour qu'elle raconte cette histoire, et comme ça la met très mal à l'aise de mentir, du coup elle pleure. Là c'est compliqué, c'est très compliqué de savoir. Je crois que là Shannon réclame une compensation financière, elle réclame une réparation financière dont le montant n'a pas été divulgué. Selon son avocat, la plainte inclut les déclarations de 3 autres femmes qui accusent aussi le chanteur d'agression physique. Elle souhaite rester anonyme et non pour l'instant pas porter plainte à titre individuel. Donc voilà, à part Melissa et donc Shannon, c'était pas la première. Qu'en penser? Je sais pas. Moi j'avais tendance à penser Nick coupable pour le coup. C'est vrai qu'on peut pas accuser comme ça, enfin faut quand même prendre les éléments en compte, et c'est vrai que Melissa, son cas est bizarre. Et d'ailleurs Aaron, malgré qu'il avait évoqué cette fameuse Melissa peu de temps avant son décès, il était revenu sur cette histoire à propos d'elle en disant qu'il l'avait rencontrée, qu'il avait parlé avec elle et qu'il s'était rendu compte qu'elle mentait. Donc là-dessus il disait que non, son frère, il était sûr que son frère l'avait pas touché. Il a rien dit pour les autres, mais
ce qui la concerne elle, et s'était rendu compte que non, effectivement, elle, ça collait pas. Voilà les amis, bon bah vous avez compris, hein, pour le coup j'ai pas d'avis. Voilà, ça peut arriver, je ne suis sûre de rien du tout. Là-dedans, effectivement, c'est très flou. C'est vrai que de prime abord, j'ai du mal à imaginer Nick comme ça, mais on peut jamais savoir. Hein. Par contre, il y a une chose qui me plaît pas, c'est ce qui se passe autour d'Aaron. D'ailleurs, le jour, là, le 8 décembre, où la fille a porté plainte, Nick a posté sur ses réseaux une photo en parlant d'un événement qui allait avoir lieu. Donc, c'est un concert-événement sur la prévention concernant les maladies mentales inspirées de la vie d'Aaron Carter. Donc seront présents les Backstreet Boys, des membres des NSYNC ainsi que d'autres personnalités. Les bénéfices seront reversés au mouvement On All Sleeves, des places allant de 130 à 700 $. Alors c'est qui On All Sleeves? Apparemment donc c'est un mouvement qui fournit à chaque communauté en Amérique un accès à des ressources éducatives gratuites et fondées sur des preuves nécessaires pour briser les stigmates sur la santé mentale des enfants ainsi que pour éduquer les familles et les défenseurs. Et tout en dessous du petit flyer qu'il y a sur les réseaux, donc sur les comptes de Nick et d'Angel, la jumelle d'Aaron, on voit qu'il y a écrit « Inspiré par son défunt frère jumeau Aaron Carter et ses luttes de toute une vie contre la maladie mentale, la mission d'Angel est d'honorer la mémoire de son frère et d'ouvrir une conversation importante et nécessaire que le Surgeon General des États-Unis a qualifié de crise sanitaire nationale. » Et il est écrit « À un âge précoce, Aaron a commencé à montrer des symptômes de maladie mentale. Malheureusement, comme c'est souvent le cas pour de nombreuses personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, Aaron n'a pas reçu le traitement qui aurait pu l'aider malgré les efforts inlassables d'Angel et de ceux qui l'aimaient. Sa vie est un récit édifiant qui a inspiré Angel à travailler avec On All Sleeves pour sensibiliser et aider d'autres familles en leur donnant l'opportunité d'écrire une histoire différente. On en revient encore à ça quoi, voilà, maintenant Aaron Carter, de son vivant, vous voulez plus le voir, hein, c'était le pestiféré, maintenant qu'il est mort, on n'arrête pas de parler de lui et de sa maladie mentale. On rend des hommages là-dessus, on travaille avec des fondations, tout ça. Il y a un truc qui me dérange à ce niveau-là, mais bon, ce n'est que mon avis, ne me tombez pas dessus. Voilà, et bien écoutez, sur ce, on va se laisser. Que pensez-vous de tout ça? Il y a un énorme nuage noir au-dessus de cette famille, trop de choses en fait, donc démêler le vrai du faux là-dedans est très très compliqué. En tous les cas, je vous tiens au courant pour la suite, hein, s'il y a du nouveau dans l'affaire avec Shannon et Nick. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.